Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de My Job Glassing. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre série de webinaires à la découverte de la marine. Alors, on va en effet tester le chat. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, me dire bonjour. Super, bonjour à tous. Je vois que vous êtes très nombreux. Donc, ça fait plaisir de vous retrouver tous présents. Aujourd'hui, on va découvrir le parcours assez incroyable d'Anthony, qui est second maître détecteur acoustique sur sous-marin. Donc, on va aller faire un tour dans les forces sous-marines de la Marine nationale. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de commencer sur les forces sous-marines de la Marine nationale ? D'abord, c'est que les forces sous-marines, il y a plein de métiers et qu'on recrute dans les forces sous-marines. On recrute cette année 430 sous-mariniers, dont 300 qui viendront via l'école de Mestrance, et plein de métiers dans le nucléaire, dans les opérations navales, les métiers de bouche, c'est un point important aussi, l'électromécanique. Il y a également des spécialistes de missiles balistiques. Et donc, du coup, plein d'opportunités. On va parler plus précisément d'une opportunité aujourd'hui avec Anthony, mais c'était quand même important de vous rappeler tout ça. Je voulais vous donner aussi quelques règles. N'hésitez pas, je crois, on me dit dans l'oreillette, qu'il y a des classes entières qui sont avec nous. On a des lycées qui sont présents. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour me dire que vous êtes d'une classe présente ici, à me donner de l'information, me dire combien vous êtes de personnes dans cette classe, etc. Ça nous fera plaisir de vous saluer et de vous faire découvrir tous ensemble le métier d'Anthony. Alors, juste avant qu'Anthony me rejoigne, donc bonjour aux différents lycées qui sont là, ravie de vous avoir avec nous, ça fait plaisir. Et bonjour à la PMM Kiefer, parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux inscrits, pareil au Collège Chabannes avec 25 personnes. Super de vous avoir. C'est top d'avoir un maximum d'entre vous avec nous. Et aux 35 étudiants lycéens du lycée Jean-Baptiste Clément. Waouh, c'est génial, je vois plein de monde avec nous, ça fait plaisir. Alors, pour vous rappeler un petit peu les règles du jeu pour ce soir, parce que l'idée, c'est que vous participiez vous aussi. Donc, moi, je vais passer 45 minutes avec Anthony, qui va bientôt me rejoindre. On va vous parler un petit peu de son parcours, de son métier, répondre à pas mal de questions que moi, je vais lui poser. Mais dans la deuxième partie, c'est vous qui allez poser les questions. Donc, pour poser les questions, vous allez dans l'onglet questions, à côté du chat, sur lequel vous êtes là maintenant, et vous précisez bien, avant de poser votre question, votre prénom, votre âge, dans quel établissement vous êtes, quelle est la spécialité que vous étudiez. Enfin, vous me donnez un maximum d'éléments sur vous pour que je puisse au mieux personnaliser votre question. Et si c'est tout un lycée qui pose la question, n'hésitez pas aussi à dire que c'est une question que vous posez tous ensemble. Parmi ces questions-là, vous allez pouvoir aller voter pour que je prenne les questions qui sont les plus demandées. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je ne sais pas si on pourra prendre toutes vos questions ce soir. Je ne sais pas aussi parce que peut-être que vous allez poser des questions très précises sur si j'ai fait telle matière, telle spécialité, si j'ai tel diplôme, est-ce que je peux être recrutée. Ce que je vous propose, c'est que si Anthony n'a pas la réponse à votre question parce qu'elle est trop précise, on va travailler avec le service de recrutement de la Marine et demain, sur mon fil LinkedIn, avec le replay de l'épisode, vous aurez aussi la réponse très précise à votre question. Donc, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Si Anthony n'a pas la réponse, on y répond demain et vous aurez votre réponse demain, au plus tard. D'accord, ça vous dit? Vous êtes partant? Parfait. Alors, je vais inviter Anthony à me rejoindre. Je t'invite, Anthony, à me rejoindre sur scène. Et on va pouvoir se lancer pour 1 heure sous l'eau à la découverte des forces sous-marines et d'Anthony. Bonjour Anthony, tu vas bien? Salut, ça va? Très bien. On est ravis de t'avoir avec nous pour cette heure. On va en apprendre un petit peu plus sur ton métier, sur les forces sous-marines aussi. Et tu sais que pour commencer ce webinaire, il y a la première partie qui est la carte d'identité de l'invité. Donc, je vais te poser quelques questions auxquelles il faut que tu répondes assez vite. Et puis après, on reprendra tout ton parcours pour entrer un petit peu plus dans le détail de ce que tu fais et de tes différentes missions. Ok, ça roule. Alors, ton prénom, c'est Anthony. Je réponds directement. Quel est ton grade, Anthony? Je suis second maître. Ok. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans.
Et tu es originaire d'où? De Brest. D'accord. Depuis quand es-tu dans la marine, Anthony? Depuis 2015, donc un peu plus de 5 ans. Super. C'est quoi ton meilleur souvenir dans la marine? Là, comme ça, en 2 mots. Comme ça, je dirais l'esprit d'équipage à bord en mer, c'est vraiment sympa. Top. Et justement, ta meilleure expérience en équipage? Je sais pas, il y en a tellement. Tu donnes ton joker? On y reviendra plus tard. C'est ça. Génial. Le plus gros challenge auquel tu as dû faire face? Le stress, par moment. Le stress, c'est vraiment important, mais on est formé pour. J'imagine. Et enfin, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a inspiré pour devenir marin? C'est principalement ma famille qui m'a inspiré pour devenir marin. J'ai de la famille dans la marine. Et sinon, pour ceux qui demandent pour le chant du loup, oui, c'est quand même vraiment bien représentatif de la réalité. Tu as devancé ma prochaine question. C'est ce que j'allais te dire. Donc toi, tu étais déjà dans la marine au moment où c'est sorti. Mais Oui, ouais, c'est quelque chose qui pourrait inspirer des jeunes parce que ça correspond assez bien. j'ai été étonné, c'est vraiment bien fait. Super. Alors Anthony, ici, on revient sur ton parcours. Tu nous as dit que tu avais de la famille dans la marine. Comment tu as entendu parler de la marine nationale? À quel moment tu as eu envie? Et tu t'es dit, ah ouais, ça peut être bien. Bah, le premier déclic, ça a été lors de ma JDC. J'ai eu la chance de visiter un bâtiment de surface. Ça m'a tout de suite plu. Du coup, je me suis renseigné auprès des membres de ma famille et particulièrement à un sous-marinier. Voilà, donc j'ai pu lui poser pas mal de questions. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi? Et après, j'ai été renseigné auprès d'un CIRFA et puis voilà. Super. Et donc, du coup, tes premiers pas dans la marine, comment ça s'est passé? T'es arrivé Euh, par l'école de Mestrance, t'avais je suis essayé rentré par l'école de Mestrance, voilà. Après, j'ai passé mon bac, un bac S. Voilà, j'ai pas fait plus d'études que ça. Je suis rentré à Mestrance. Au début, l'esprit de vivre à plusieurs, de vivre en section. On est des sections de 24-25. De vivre H24 ensemble, c'est un peu surprenant. Mais au final, on s'y fait super vite. Ça devient vite une bande de potes. Et voilà. Top. Et donc, du coup, Mestrance, ça dure combien de temps? Comment ça s'est passé? Quelle spécialité tu as choisie? Alors, l'école de Mestrance, ça dure 4 mois. Donc, à Brest ou à Toulon maintenant. Moi, il n'y avait que à Brest à l'époque. Donc, avant de rentrer à Mestrance, on choisit la spécialité qu'on veut faire. Donc, moi, c'était la spécialité de DSM. Et j'ai aussi posé mon volontariat sous-marin. Parce Alors, que être sous-marinier, c'est un volontariat. est-ce que tu peux rappeler ce que c'est DSM pour que tout le monde… Alors, DSM, ça veut dire détecteur anti-sous-marin. Donc, c'est les spécialistes du sonar, en fait. Super. Et donc, du coup, tu rentres à Mestrance pour 4 mois d'abord. C'est ça. Ensuite, à la fin de Mestrance, on a donc notre formation militaire et marine. Mhm. Et ensuite, à la fin de Mestrance, on part faire un BAT, donc le brevet d'aptitude technique. Et là, c'est 6 mois de cours pour apprendre vraiment notre métier. Voilà. Et d'abord, ça se passe à Toulon. Donc le BAT se passe à Toulon. Et ensuite, étant sous-marinier, on a une formation supplémentaire, soit sur les SNA, soit sur les SNLE. Donc après ce BAT de 6 mois, à la fin de Toulon, on choisit notre affectation, soit Toulon, soit Brest. Donc moi, j'ai choisi Brest parce que j'avais la famille quand même ici. Alors, peut-être juste pour repréciser, les SNA, c'est à Toulon, c'est les sous-marins d'attaque. Exactement, les sous-marins nucléaires d'attaque. Et les SNLE, c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui, eux, sont à Brest. Exactement, c'est ceux qui ont les missiles balistiques. Super. Donc voilà, donc ensuite, à la fin du BAT, je suis revenu à Brest. J'ai fait 4 à 5 mois de cours vraiment portés sur le métier de DSM sur SNLE. Et voilà, donc ça m'amène à début 2017. Et 2 semaines après la fin de mon cours, j'ai été affecté à bord du Terrible. Et voilà, 6 mois après, j'étais sous l'eau. Super. Et donc, sur le Terrible, tu étais affecté directement. Tu m'as expliqué, en fait, donc le Terrible, c'est un des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la France. Oui. D'accord? Oui. Et tu as fait 3 patrouilles sur le Terrible. C'est ça. Tu nous en parles un petit peu? Oui. C'était, disons que la première patrouille est assez mouvementée parce qu'on découvre tout en permanence.
C'est assez compliqué aussi niveau familial parce que c'est la première fois qu'on quitte sa famille. Et après, au fur et à mesure du temps, la deuxième, la troisième patrouille, je dirais pas qu'on s'y fait, mais c'est moins compliqué, on va dire, de partir. Alors, Anthony, moi, je voudrais revenir sur quelque chose et on va prendre un petit peu de temps pour expliquer la vie d'un sous-marinier et les différentes étapes, parce qu'il y a des périodes où vous êtes en effet sous l'eau. Mais en fait, quand on a préparé ce webinaire ensemble, moi, j'ai été extrêmement surprise d'apprendre que finalement, la période sous l'eau, c'est une période assez courte sur l'année au global. Oui, c'est ça. En fait, on fait des missions. Sur un sous-marin, on a 2 équipages. Et donc, au final, on fait des missions de 2 à 3 mois uniquement. Après, pour les sous-marins de Toulon, ça peut être un peu plus long. Mais nous, en tout cas, sur Brest, c'est entre 2 et 3 mois. Et donc, c'est vrai que ramener sur toute une année, finalement, on part pas tant que ça sous l'eau. Tout le Super. reste de l'année, il faut comprendre que on a beaucoup d'entretiens, beaucoup de formations. On est en formation permanente quasiment. Très clair. Et donc, du coup, après tes 3 patrouilles sur le Terrible, une nouveauté pour toi, tu changes de sous-marin et Oui, tu passes sur un nouveau sous-marin qui arrive, le Téméraire. Et c'est donc là, ça. il y a une partie essai aussi, parce que c'est la première fois en fait que ce sous-marin va être en mission. C'est ça. Donc, ce sous-marin, il sortait de grosses réparations. Donc, depuis 3 ans, il était en réparation. Et donc, à la fin de ces 3 ans, on doit faire une épreuve des qualifications. Donc, on fait les essais à la mer, où on fait divers essais, des essais, donc pour moi, du sonar, des essais de la plateforme, donc différentes immersions, différentes vitesses. Et pour finir, on fait donc le fameux test du missile balistique, où on fait le tir d'acceptation. Et donc, du coup, tu m'expliquais comment ça se passait un petit peu, les différents temps où, déjà, un même SNLE, il va être utilisé 2 fois dans l'année par des équipages différents. C'est ça. On est d'accord. Donc, toi, je ne me souviens plus, tu étais équipage bleu ou équipage rouge? J'étais sur le Téméraire rouge. D'accord, super. Et donc, du coup, donc pendant ces 6 mois où vous êtes dans cette affectation-là, il y a d'abord des essais, il y a d'abord du travail à terre, et après, il y a la mission qui dure 2 à 3 mois où vous partez sous l'eau réellement. C'est ça. En fait, on fait 2 mois. On a une période de 2 mois d'entraînement où en fait, on va s'entraîner sur simulateur. Vraiment, tous les jours, on a 2 ou 3 heures ou 4 heures parfois même de simulateur. Pour obtenir enfin à la fin une qualification dans notre spécialité. Donc chaque spécialité a un simulateur différent. Et ensuite, à la fin de cet entraînement, on récupère le bateau, c'est-à-dire que l'équipage bis rentre de patrouille, on récupère le bateau, on a 1 à 2 semaines de qualification individuelle à la sécurité, donc c'est-à-dire qu'on part en mer pendant une semaine où on fait des entraînements sécurité à l'incendie particulièrement. Ensuite, à la fin, une fois qu'on est qualifié, on fait 2 à 3 mois d'entretien où là, on répare le bateau, on fait divers entretiens sur les pièces qu'il y a à changer. Et ensuite, on refait une deuxième période d'entraînement, cette fois-ci beaucoup plus ops, où on va faire une espèce de guerre. Hein. On va s'entraîner à faire un peu la guerre avec les bâtiments de surface. Et une fois qu'on est validé en tant que bâtiment opérationnel, on partira en patrouille pendant 2 ou 3 mois. Et voilà. Super, hyper intéressant et surtout pas forcément l'image qu'on en a, c'est-à-dire que tu disais la première fois on quitte sa famille, c'est particulier et puis après on s'y fait, mais en fait finalement le temps où tu n'es plus à Brest, qui est chez toi avec les tiens, c'est 2 ou 3 mois dans l'année, mais c'est pas si énorme que ça en fait, c'est assez réduit. C'est ça, ouais. Surtout que pour nous, le marin, en fait, comme on travaille en permanence, on a un rythme qui est hyper bien calé. Ça passe tout seul. Le plus dur, c'est vraiment, c'est pour la famille qui reste à terre, c'est vrai. Il faut le dire. Super. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, là, tu nous as parlé de ton quotidien en tant que sous-marinier, mais on n'est pas encore rentré vraiment dans le détail de ton métier. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier comme si j'étais ta grand-mère? Mon métier en tant qu'opérateur sonar, c'est de détecter, classifier et d'élaborer une situation tactique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le sous-marin est aveugle, donc on travaille uniquement à l'écoute, donc avec nos oreilles. On va écouter tous les différents bruits qu'on a aux alentours du sous-marin. On va essayer de classifier ces bruits, savoir si c'est des biologiques, que ce soit des baleines, des crevettes, des dauphins, de savoir si c'est des bâtiments de commerce, des bâtiments de guerre, d'autres sous-marins, des bâtiments de pêche. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations,
on a un autre opérateur qui va lui élaborer une situation tactique, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver la route et la vitesse de chaque bateau autour de nous pour que on connaisse parfaitement, au mieux en tout cas, l'environnement dans lequel on évolue. Alors peut-être pour rappeler pour tout le monde et remettre un peu dans le contexte, le but d'un sous-marin, c'est d'être indétectable, on est d'accord? Et donc du coup, il ne faut pas se faire détecter, mais en même temps, il faut pouvoir savoir ce qui se passe autour de soi pour mener à bien la mission. Exactement. Donc, toi, tu vas avoir un rôle qui est crucial, puisque comme le sous-marin est aveugle, comme tu disais, tu vas pouvoir aider la mission en faisant en sorte d'arriver à trouver les endroits où vous pouvez vous cacher quand vous devez vous cacher et ne pas être détectable, et à d'autres moments, vous mettre à d'autres endroits pour pouvoir au contraire récupérer de l'information. On est d'accord, c'est l'idée globale de la mission. Exactement, c'est que de la stratégie. Ça, c'est génial. Enfin, faut pas avoir envie de jouer à un jeu de stratégie contre toi parce que tu es imbattable en fait. Non, quand même pas. Et donc, du coup, tu m'expliquais qu'il y a 3 sujets. Il y a détecter, donc savoir ce qui passe autour du sous-marin et essayer de comprendre ce que… D'abord, détecter. Deuxièmement, classifier, donc essayer de dire qu'est-ce que c'est. C'est ça, exactement. Et après, la 3e étape, c'est élaborer une situation tactique. Donc, élaborer une situation tactique, ça veut dire justement savoir où se cacher quand il faut se cacher, où se mettre et quel est le meilleur chemin à prendre. C'est à peu près ça. C'est ça, c'est connaître tout ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir se cacher en fonction de la menace. Pour être en permanence invisible et en sécurité, tu me disais que tu devais anticiper, par exemple, le besoin de remonter ou de faire quelque chose. Et donc, du coup, tu dois toujours anticiper ce qui se passe et maintenir le bâtiment en sécurité et invisible. Exactement. Notre première priorité, c'est la sécurité. Top. Et donc, du coup, pour ça, tu me disais qu'il y avait une formation qui était permanente, que tu devais chaque année continuer à te former et pour être toujours au top et performer dans ton métier. C'est ça, exactement. En fait, pendant ces périodes d'entraînement, on passe des qualifications, on a des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes tests, donc c'est des simulateurs, où en fait on a des entraîneurs, des sous-mariniers qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, qui viennent nous qualifier, qui viennent nous donner des conseils, nous guider dans nos formations. Et en fait, on a ça tous les ans. Et de plus, donc ça c'est pour notre formation plus pratique, et je dirais on a aussi une formation théorique à l'écoute, c'est-à-dire que tous les ans on doit repasser notre qualification donc d'écouteur ou de classificateur pour maintenir notre niveau à jour, quoi. Super. Et donc, du coup, c'est ça que tu as appris quand tu as fait ton BAT à Toulon et après à Brest quand tu as travaillé sur SNLE. Finalement, en fait, quand tu es arrivé au tout début à Mestran, ce n'était pas du tout des choses que tu connaissais. Et la marine t'a formé de A à Z et t'a appris ce métier qui est aujourd'hui ton métier. Et au fur et à mesure, continue à t'aider pour rester au top niveau de ta formation et pouvoir toujours détecter plus de choses, classifier plus de choses et faire les meilleurs choix tactiques dans la partie élaboration. C'est ça, en fait, comme on part de zéro, on apprend vraiment les bases au BAT, on apprend un peu plus au cours à Brest. Et en fait, le moment où on apprend énormément, c'est en patrouille, quand on est sous l'eau, quand on discute avec nos collègues. Finalement, tout notre savoir vient d'apprendre, enfin, on l'apprend de nos patrons, de nos différents collègues qui nous apprennent des techniques. Et c'est là que se crée l'esprit d'équipe, quoi. Clairement. Alors, peut-être que comme moi, d'autres personnes qui sont là ont vu le chant du loup. Forcément, ça nous rappelle des choses, ce que tu nous dis. Et puis, on a entendu parler des oreilles d'or. Oui. Alors, les personnes avec lesquelles tu travailles, donc ce que je comprends, c'est que toi, tu n'es pas oreille d'or. Non. Tu travailles avec des oreilles d'or, avec des personnes qui sont oreilles d'or. Alors, moi, j'ai plusieurs questions déjà. Est-ce que pour être oreille d'or, il faut avoir des prédispositions physiques particulières? Est-ce que c'est comme avoir l'oreille absolue? Est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Comment ça marche? Eh ben, c'est uniquement de l'apprentissage. Il n'y a pas de secret. Ils ont des oreilles comme nous, hein, ils sont formés comme nous. C'est juste qu'en fait, sans cesse, ils font que écouter des bruits et à force d'écouter, comme tous les artistes, ils retiennent les différents sons et ils arrivent à classifier avec leur mémoire, en fait. Ok, donc c'est à force de travail, d'entraînement, etc. Ils arrivent à reconnaître des choses très claires. Et du coup, comment on devient oreille d'or?
Est-ce que toi, par exemple, demain, tu pourrais être au Raidor? C'est le bon chemin pour aller vers ce métier-là? Alors exactement, pour être Raidor, en fait, c'est un BS, donc c'est un brevet supérieur. D'abord, il faut passer par l'étape BAT, donc par le BAT de DSM. C'est-à-dire qu'il faut faire d'abord opérateur sonar, on apprend les différentes bases, et ensuite, pour passer BS, c'est-à-dire qu'on devient patron et pour avoir des jeunes à, à former, on a plusieurs options de BS. Donc moi, par exemple, j'ai choisi le BS chef de CO, donc chef de centrale opération, où je vais être chef de ces opérateurs-là à la mer. Mais il y a aussi donc le deuxième BS, c'est le BS analyste, où là, on devient Oraidor. Et là, on devient vraiment spécialiste dans l'acoustique. Super. Et tu me disais que les Oraidor, ils ne sont pas avec vous en permanence. Non, exactement. Ils sont basés, ils sont pas affectés à un équipage. Ils sont basés à Toulon dans le CIRA, donc le Centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique. Et en fait, c'est vraiment un pôle qui est détaché des équipages. Parce qu'en fait, ils sont dans leur bâtiment et ils sont affectés à bord des différentes unités uniquement pour la mission. Ils peuvent être affectés sur SNA, puis sur SNLE, puis aussi en surface sur les FREM, qui sont les frégates multimissions. Voilà, ils sont polyvalents, on va dire. Super. Et donc, toi, tu viens de nous dire que la suite pour toi, c'est le BS, donc le brevet supérieur. C'est une nouvelle formation. Donc, tu vas bientôt repartir pour 5 mois à Toulon. C'est ça, dans 2 mois, je suis à Toulon. D'accord. Donc, dans 2 mois, tu es à Toulon. Là, tu as une formation supplémentaire pour justement devenir chef d'équipe. Exactement, c'est ça. Et après, ce sera, si tu retournes sur SNLE, donc sur sous-marin nucléaire lanceur d'engins, tu referas 6 mois de formation à Brest. C'est ça, quasiment 5 à 6 mois, oui. OK. Et donc, tu nous as dit que tu avais 24 ans. Oui. Ça veut dire qu'à 25 ans, tu vas déjà gérer des personnes. C'est ça. Je serai à 25 ans, concrètement, je serai chef d'équipe, j'aurai 4 jeunes à ma responsabilité. Voilà, ça va vite. C'est super. Donc, toi, en fait, si je reprends un petit peu ton parcours, tu es rentré par Mestrance. Mestrance, c'est l'école des officiers mariniers, qui est un peu l'équivalent des sous-officiers dans les autres armées, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est Exactement. Donc, tu as fait ta formation, tu l'as complétée d'un BAT. C'est ça. Puis, tu as fait plusieurs patrouilles, d'abord sur le Terrible et après sur le Téméraire. Et là, tu as de nouveau l'opportunité de repartir te former. Exactement. Pour entrer sur des fonctions d'encadrement où tu vas finalement encadrer 4 personnes qui sont plus juniors. Enfin, toi, à l'époque, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Exactement. Donc, des belles opportunités aussi d'être formé tout au long de ta carrière au sein de la Marine nationale. Et puis après, c'est quoi la suite possible pour toi? Après la marine ou après Non, le BS? on va rester dans la marine. Mais, après ton BS, et donc du coup, tu deviens chef d'équipe au sein du centre de contrôle et enfin, du centre opérationnel. Et après, en fait, il y a une autre étape en plus, si on veut. On peut passer le BM, donc le brevet de maîtrise, et là, en fait, on devient vraiment spécialiste, vraiment technicien pour le coup du sonar. C'est-à-dire que c'est nous il y en a un par équipage, et donc cette personne va être à même de faire toutes les maintenances sous l'eau. Il sera capable de gérer tous les problèmes. Super. Et du coup, tu peux après continuer et puis toujours monter en grade et même devenir officier de main. Parce que quand on a préparé, tu m'as dit au début, je voulais être officier, puis finalement, j'ai décidé de faire Métrance. Mais en fait, si tu veux, tu peux toujours continuer. C'est ça qui est aussi génial dans la Marine nationale, c'est qu'il n'y a pas de limite, en fait. On peut continuer à avancer. C'est ça, ouais. L'échelle est très grande. En fait, ouais, il y a plein de passerelles. Si au bout de 1, 2 ou 3 ans de sous-officier, on se dit mince, ça me plaît pas, j'aurais aimé vraiment être cadre, être officier, il y a la passerelle officier sous contrat. Et si par ailleurs on fait toute une formation, enfin toute une carrière d'officier marinier, et au bout de 15 à 20 ans de carrière, on se dit mince, j'ai envie de rester dans la marine, ça me plaît vraiment bien, on peut passer officier spécialisé. Il y a toujours une passerelle qui permet d'avancer. Top. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Mestrance? Ça remonte à loin, mais des bons souvenirs. Ça va, t'as 24 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, des bons souvenirs.
Mestrance, en fait, c'est vraiment la préparation militaire et marine. On fait rien de la spécialité. On apprend vraiment à être militaire, à marcher au pas, à chanter, à faire son lit au carré, tout ça, quoi. Et on a aussi le côté préparation marine, où on va avoir des formations sur comment faire des nœuds marins, plein de trucs en fait. Non, J'ai plus trop d'idées, mais c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, de ce que je sais, il y a 400, je crois, mestranciers qui vont cette année aussi rejoindre, pardon, 300 mestranciers qui vont rejoindre cette année les forces sous-marines. En tout cas, il y a un besoin de 300 personnes via Mestrance qui vont être recrutées. Pour tous ceux qui ont envie là, de postuler et qui nous écoutent, une des questions, c'est la vie à bord du sous-marin, comment ça se passe? c'est cool. J'imagine. En fait, C'est grand en fait un sous-marin. On a l'impression qu'on est à l'étroit, mais en fait c'est hyper grand. Exactement. Faut s'imaginer en fait, ça fait quand même 3 jusqu'à 4 étages. Ça fait pas loin plus de 100 mètres de long à l'intérieur du sous-marin. Faut pas s'imaginer que c'est vraiment exigu comme on voit dans les films de la guerre. C'est plus comme ça maintenant. Il y a vraiment de la place. Par exemple, dans nos bannettes, dans nos pioles, ce qu'on appelle, on est quatre par piole. Donc la vie se fait assez facilement. On devient vite une bande de potes. En fait, c'est comme si on partait en camping avec nos potes, sauf que on part sous l'eau et on fait notre métier quand même. Et tu me disais, les liens sont très forts. Vous gardez des liens entre vous, et puis même quand vous êtes à terre, finalement, vous voyez aussi en dehors comme. Ah ouais, les liens sont tellement forts quand on est sous l'eau qu'après, quand on rentre à terre, finalement, on en parle à nos copines et après, on se fait des gros repas de famille, tout ça. Et au final, pour la patrouille d'après, les copines restent entre elles. Du coup, ça permet ça facilite les choses. Sympa, en effet. Et donc, du coup, la vie à bord, j'ai entendu dire que celui qui avait le rôle le plus important, c'est celui qui vous fait à manger. C'est ça. Les deux cuisiniers et le boulanger. Exactement. Donc, le matin, on se réveille, ça sent bon dans tout le bâtiment. Il y a du pain chaud. Ouais. Les pains au chocolat, les pains au raisin, les croissants. Vous êtes super, super bien. C'est top, ça. Ouais. C'est hyper agréable de. Finalement, même le dimanche, en fait, tous les dimanches, on a un repas un petit peu amélioré, comme un petit peu un repas de famille, avec les nappes, les belles assiettes, tout ça. Et ça permet de sortir un peu la tête de l'eau, quoi, presque. Et c'est vraiment des bons moments. Et il y a tout se passe au même endroit. Tu m'expliquais en fait que dans la manière dont vous travaillez, tu me disais, on travaille certaines heures la nuit et certaines heures le jour. Je crois que c'est 4 heures la nuit et 2 heures le jour. C'est ça. En fait, moi en tant qu'opérateur sonar, on travaille en tiers, c'est-à-dire qu'on est 3 équipes et on se relaie en fait. Et donc la nuit, on travaille 4 heures. Donc par exemple, il y a une équipe qui va faire de 20h à minuit, l'autre de minuit à 4 heures et l'autre de 4 heures à 8 heures. Et après la journée, on fait de 2 heures en 2 heures. D'accord. Et donc il y a ce temps-là où toi, tu es tout le temps dans le central opération, c'est ça? Voilà, je reste devant mon écran pendant 4 heures avec mon casque sur les oreilles et je veille tout ce qu'il y a autour de moi. Ok, donc extrême concentration pendant ce temps-là. Exactement. C'est vraiment d'écouter ce qui se passe et d'essayer d'anticiper. Et finalement, c'est un jeu de stratégie, comme on le disait tout à l'heure, savoir à quel endroit se cacher quand on doit se cacher et à quel endroit aller quand on doit récupérer de l'information. Très clair. Et le reste du temps? Le reste du temps, on souffle, repos. Non, on mange, on se lave, on fait notre toilette, on se repose surtout, on dort. D'accord. Et on a aussi beaucoup d'entretien, donc d'entretien des hygiènes, parce que forcément, on vit dedans, il faut que ça soit propre. De l'entretien matériel, on fait des maintenances de temps en temps. Et on a aussi de la formation, c'est-à-dire qu'on a des formations sur notre spécialité. Par exemple, en mer, je fais aussi de l'écoute en plus de mon car. On a aussi des formations spéciales sous-marins, c'est-à-dire que notre première et notre troisième patrouille, on va passer ce qu'on appelle 2 certificats, le CE et le CS. Et en fait, c'est des certificats qui vont nous apprendre le fonctionnement des installations, les différents dangers, qui vont nous apprendre vraiment
tout le côté technique du sous-marin. Et grâce à ces certificats, en gros, on devient un peu plus ancien et on a le droit de former les jeunes, de faire des visites à bord, tout ça. Ok. Vous faites du sport aussi? On fait du sport, il y a des créneaux de sport. Tout le monde ne fait pas de sport. Voilà, je me cache pas, je suis pas très grand sportif. Mais il y a des créneaux de sport. Il y a un gymnase. Alors, c'est pas un gymnase comme vous l'entendez, c'est entre deux grosses machines. Il y a un vélo de course et une barre de traction. Et voilà. Super. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas moi, une anecdote qui t'a marqué, un moment fort qui vous a tous soudés ou quelque chose de particulier que tu pourrais partager avec les jeunes qui sont là et qui ont besoin un peu de se projeter. Et souvent, en fait, quand tu donnes une petite histoire, bah, ça leur permet d'imaginer voilà, une situation particulière et d'avoir l'impression d'être un peu avec vous en mer. Pour le côté Ops, par exemple, quand j'étais de quart, il y a certains moments où on allait reprendre la vue. Donc, quand on reprend la vue, c'est des moments de grand stress parce que finalement, on fait surface, on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. Et juste au moment de reprendre de la vue, on détecte quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et là, il y a le commandant qui se met derrière nous, il se met les mains sur nos épaules et bon, les gars, c'est quoi? Trouvez-moi ce que c'est. Et là, gros moment de pression, on se regarde, on essaye de travailler en équipe, tout ça pour trouver. Et c'est pas mal. Et sinon, pour le côté un peu plus détente, c'est vrai que quand on sort du car, qu'on va dans notre poste et qu'on se dit, allez les gars, une petite partie de FIFA, c'est pas mal, quoi. Et il y a quand même le temps de faire des petites parties de FIFA. Oui. C'est pas une fois dans la semaine, ça peut, enfin, ou une fois dans toute la mission. Ça peut arriver à plusieurs moments de vous Ah retrouver oui, aussi oui, oui. tous ensemble. Ah oui, ça arrive que dans la patrouille, on fasse des tournois, par exemple, de FIFA sur toute la patrouille. On a aussi des petits jeux. Des fois, on se fait ce qu'on appelle des rallyes, on fait des petites épreuves, tout ça à bord. Il y a des fois, on fait des petites soirées déguisées, des trucs comme ça. Et c'est des bons moments. Ouais, on sent qu'il y a une bonne ambiance entre vous et que ce que vous vivez est assez incroyable. Quand vous êtes à terre, comment ça marche? Donc, on a compris qu'il y a beaucoup de temps où vous vous entraînez, il y a du temps qui est passé en simulateur. Tu disais que quand je suis dans mon poste et qu'on est en mer, je travaille la nuit 4 heures et puis 2 heures le reste du temps dans la journée. Quand vous êtes à terre, vous avez des horaires classiques normaux. C'est toujours de l'entraînement. Vous avez des choses qui sont différentes en fonction du temps. Comment ça marche? C'est des horaires de bureau classiques, hein. On fait 8h, 17h. Ok. Voilà, on a des périodes de formation, tout ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a le bateau à charge, donc pendant 6 mois de l'année, finalement, il doit toujours y avoir une équipe de service à bord. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de marins qui restent à bord du sous-marin et qui restent uniquement la nuit. Et en fait, c'est des équipes qui tournent tous les jours. Et donc, on reste la nuit pour s'assurer de la sécurité du sous-marin, pour éviter que s'il y a un incendie, c'est nous les pompiers, tout ça. Donc, c'est vrai que pendant qu'on a le bateau à charge, nous, en tant que DSM, tous les 5 jours, on doit passer une nuit à bord. Donc, bon, faut prendre en compte, mais c'est pas insurmontable, quoi. Non, ça a l'air, ça a l'air plutôt bien. En tout cas, ça donne envie. Et je suis sûre que quand je vois le nombre de questions et les commentaires pour l'instant qui apparaissent, je me dis que ça donne en effet plutôt envie. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de dire aux jeunes qui nous écoutent là, avant qu'on prenne leurs questions, ou une petite anecdote supplémentaire à leur partager pour leur expliquer en fait ce que tu vis toi et pourquoi tu es content de ton poste aujourd'hui et du métier que tu fais? Comment dire, ce dont je suis vraiment le plus content, c'est de me dire qu'à 24 ans, j'ai ce niveau de formation, parce qu'on a vraiment un niveau quand même assez élevé, et d'être parti de rien, d'être arrivé là, et à 24 ans, 25 ans, de pouvoir être chef d'équipe. Je me dis, mais dans une carrière civile, voilà, il y en a à 40, 45 ans, ils sont encore dépendants de leur patron. Je me dis, c'est vraiment une opportunité que nous offre la marine. Et que ce soit en surface ou en sous-marin, c'est vrai,
n'importe quelle spécialité dans la marine, on évolue quand même assez vite et c'est vraiment pas mal. C'est très vrai. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être quel est le point que tu préfères dans ton métier et qu'est-ce qui est le plus difficile, même si j'ai une petite idée? Je dirais le mieux, c'est en fait qu'il n'y a aucune redondance. C'est qu'en fait, que ce soit à terre ou en mer, en fait, on fait que découvrir des choses en permanence. Et c'est génial, en fait, quoi. C'est un métier où on apprend tous les jours de nouvelles choses, qu'au bout même de 5, 10 ans de carrière, on apprend toujours des choses. C'est vraiment sympa. Le côté le plus embêtant, je dirais que parfois il y a beaucoup de contraintes. Voilà, faut pas le nier. Notamment des contraintes par exemple, je pense que quand on fait du service, nous on est factionnaire les DSM, c'est-à-dire qu'on s'occupe comment dire, on fait la protection défense du SNLE. Des fois, rester 4 heures debout à faire la surveillance, c'est pas forcément top. Mais bon, on se dit, bon, c'est pas grave, ça me permet, comment dire, ça permet d'être motivé pour travailler plus, pour pouvoir se dire, c'est bon, hop, je laisse ça derrière moi. Et ça permet de se motiver à travailler, vraiment, c'est sympa. Super. J'ai des tas de questions, mais je vois que les jeunes aussi. Donc, je propose de prendre les questions des jeunes qui sont nombreux et puis de se lancer. Alors, avec 22 votes, c'est la question de Tanguy, qui a 18 ans et qui fait des maths et de la physique au lycée. Et il nous dit, quel conseil nous donnerez-vous pour un candidat qui passe son entretien de motivation dans une semaine? Oula, je sais pas. Faut être sincère. Enfin, il n'y a rien de. Voilà. Enfin, il y a pas de. J'ai pas trop de conseils à dire. Je sais pas. Sincérité. Très clair. Sincérité, voilà. Il y a pas de. Il y a rien à dire. Hein. Nous, les portes sont ouvertes. Moi, j'ai un conseil pour Tanguy. Tu dis que tu étais présent aujourd'hui, que tu as écouté Anthony et que tu es encore plus motivé maintenant, que tu vois plus clair et que tu sais où tu veux aller. J'espère que ça t'aidera. Mais voilà, et en effet, la sincérité, c'est sans doute un bon conseil. Quoi que tu fasses dans ta vie, c'est quelque chose d'important. Toujours avec 22 votes, Amélie. Qui dit bonjour, je m'appelle Amélie, je suis actuellement au lycée Sainte-Ursule à Paris. J'envisage de devenir officier de la Marine nationale et je souhaiterais savoir quelles sont les spécialités à bord d'un sous-marin pour un officier. Du coup, c'est une femme, c'est ça? Oui. Alors, ça nous permet peut-être de dire qu'en effet, on peut, quand on est une femme, être officier dans les sous-marins. C'est possible pour l'instant qu'au niveau officier, on est d'accord, Anthony? Exactement, c'est ça. Parfait. Et donc, du coup, si Amélie voulait être officier dans un sous-marin, c'est quoi les différents postes qui sont possibles? J'imagine qu'il y en a plein. Alors, pour les officiers, il y a 3 groupes, il y a 3 postes finalement. Il y a le poste Ops, où elle va vraiment faire de l'Ops, ça va être mon officier par exemple. Il y a un poste d'officier atomicien, bon, je connais un peu moins. Voilà, donc qui s'occupe vraiment de la machine et de la centrale, enfin de la chaufferie. Et il y a aussi, faut pas l'oublier, qu'à bord nous avons un docteur. Et c'est arrivé sur un bateau que le docteur soit une femme. Donc c'est possible aussi. Parfait. Donc voilà, Amélie, et puis on complétera sur mon profil LinkedIn demain pour rappeler un petit peu les possibilités pour les officiers aussi à bord d'un sous-marin. J'enchaîne avec Robin. Alors, tu ne vas pas répondre à cette question, mais on va y répondre demain sur mon fil LinkedIn. Sans indiscrétion, quel est le salaire moyen d'un sous-officier sous-marinier? Donc, on y répondra demain pour vous donner de l'info. Mais de ce que je crois savoir, il y a des primes d'embarquement aussi qui sont assez intéressantes. Et donc, du coup, je pense que les salaires sont plutôt intéressants. Mais on vous en dit plus demain. Une autre question, Romain. Lorsque vous n'êtes pas en OPEX, quels sont vos horaires, rythmes de travail? Est-ce que vous rentrez chez vous tous les soirs?
On en a un petit peu parlé, mais peut-être que tu peux rappeler. Donc voilà, quand nous n'avons pas le bateau à charge, c'est-à-dire à peu près 6 mois de l'année, on fait des horaires de bureau classiques, 8h, 17h, et on rentre tous les soirs à la maison. Donc ça permet d'avoir une famille quand même normale en fait. Ouais. Ensuite, quand on a le bateau à charge, alors soit on est à terre avec le bateau à charge, on a des jours de service tous les 5, 6 jours, 7 jours, suivant notre spécialité. Et donc là, pendant ces jours de service, on reste la nuit. Mais voilà, après, on a 5 jours à la maison, on fait une nuit, 5 jours à la maison. Finalement, c'est pas énorme. Et après, quand on est en mer, on est en mer. Top. Question de Benjamin, qui a 26 ans et qui nous demande comment bien préparer les tests de sélection DEASM, psychotechnique, maths et anglais. Est-ce que tu peux faire un résumé des divers tests qui les attendent, qui attend du coup Benjamin et toutes les personnes qui auraient envie de rejoindre cette spécialité? Alors, c'est pas compliqué. En fait, le niveau de base n'est vraiment pas compliqué. Je dirais pour le niveau bac, c'est amplement suffisant. Enfin, j'ai fait un bac S, mais c'était vraiment super. Ça allait tout seul, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Donc ça, c'est pour la partie maths et anglais, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'anglais de niveau terminal classique. Ouais, c'est ça, niveau terminal classique. Okay. Après, quelqu'un qui n'a pas forcément le bac, on a aussi des matelots qui viennent avec nous, qui passent par l'école des mousses, qui font le QMF, voilà, qui n'ont pas forcément le bac. Des fois, certains, ils ont que le brevet et ils arrivent à s'en sortir tout aussi bien. Et le niveau n'est pas non plus exigeant. En fait, comme on apprend, il y a énormément de formations pendant, comme je vous ai dit, à Mestrance, puis le BAT, puis l'école sous-marin. En fait, pendant 1 an et demi, on se forme. C'est là qu'on rattrape toutes les différentes lacunes qu'on a dans le civil. Il y a Romain qui n'a pas trop dit qui il était, donc je n'ai pas d'informations à te donner, Anthony, et qui pose une question. Comment se loge-t-on après la formation Mestrance, particulièrement si on vit seul avec un salaire de marin? Comment se loge-t-on? C'est-à-dire qu'en gros, on a soit on vit sur base, il y a une possibilité de vivre sur base. D'accord. Ou sinon, tu fais comme tout le monde, tu prends une location. Ou tu achètes un appartement, voilà. Très clair. Voilà. Thibaut, 24 ans, ingénieur. Comment les sous-marins qui n'émettent pas peuvent-ils se diriger sous l'eau, éviter un quelconque obstacle, relief, etc. Est-ce qu'on se base seulement sur les cartes? Oui. Enfin, en fait, non, on ne se base pas que sur les cartes. Disons qu'on a un service, on a le service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM, qui fait des cartes des fonds marins en permanence. Donc nous, par exemple, sur tout le théâtre atlantique, même sur tout la Méditerranée, la Manche, enfin toutes les eaux aux alentours de la France. Et comment dire? Et à bord, on a des centrales inertielles de navigation, des CIN. Et en fait, c'est des espèces de, comment dire? C'est des centrales qui calculent notre position en fonction de notre vitesse, de notre accélération. Ça calcule notre position. Et ensuite, sur cette position, elle est juste reportée par rapport à une carte. Et finalement, les fonds ne bougent pas. Donc, au fur et à mesure, on connaît les fonds. On sait très bien qu'il y a le talus continental à telle distance. Voilà, on connaît les zones où on navigue. Enfin, on connaît. On ne sait pas où on est, mais on connaît les zones où on navigue. Très clair. Alors, il y a Layana qui demande si les femmes peuvent elles aussi accéder à la formation de détecteur acoustique, et je pense que non. Si elles ne sont pas... Alors, je me trompe peut-être, je vais te laisser répondre, mais moi, ce que je retiens, c'est si on veut être sous un sous-marin, il faut être officier pour être une femme. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, il faut être officier pour être une femme sur sous-marin. Par contre, si le métier de détecteur acoustique lui plaît, il y a des femmes sous-officiers DSM en surface, sur les frêmes. Les frêmes dont tu parlais tout à l'heure. Hyper intéressant. Donc là, il y en a, c'est possible, mais après, il faudra aller sur une frême. Exactement.
Thomas, qui a 23 ans et qui postule actuellement pour devenir officier sous contrat côté propulsion, donc en sous-marin ou bâtiment de surface. Comment se compose l'équipe côté sonar, détection d'un sous-marin? Avec qui travaillez-vous au quotidien? Alors, quand on est en car, enfin quand on fait du car à la mer, on a 3 personnes, 3 veilleurs qui sont sur le sonar, donc qui sont DSM, BAT, DSM comme moi. Et on a un 4e opérateur qui est là pour élaborer la situation tactique, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc ces 4 BAT sont dirigés par un chef de CO, donc c'est un BS. Et ensuite, ce BS est dirigé par l'officier chef du car. Donc voilà comment on travaille. Très clair. Arnaud, qui nous dit qu'il est stagiaire de la PMM Kiefer. Savez-vous comment se déroule le recrutement des officiers sous contrat OPS ainsi que des volontaires officiers aspirants au sein de la Marine nationale? Donc là aussi, je pense qu'on va plutôt répondre demain sur mon fil LinkedIn. Arnaud, si ça te va bien, et on va travailler avec le service de recrutement de la Marine pour cela. Romain, qui a 23 ans, qui fait un master finance à l'Université de Cergy à Paris. Quelles sont les différences entre DTEC et DASM? Je suis intéressée par la détection. Alors, qu'est-ce que c'est DTEC? DTEC, concrètement la différence, DTEC travaille sur les radars, DSM travaille sur les sonars. Voilà, donc DTEC c'est uniquement en surface. Si DTEC c'est en surface sur les radars et DSM c'est en surface ou en sous-marin sur les sonars. En gros, ils veillent ce qu'il y a sous l'eau. Mais à savoir, je tiens à préciser, quand on postule au CIRFA, qu'on demande la spécialité de DTEC ou de DSM, si on est volontaire sous-marin, au final, les 2 spécialités se regroupent. Voilà, donc on peut postuler sur les 2 et on peut postuler DTEC et se dire, ah tiens, finalement, les sous-marins, ça m'intéresse. On peut quand même venir sur sous-marin. En tant que DSM, du coup, on aura une formation de DSM. Très, très clair. Il y a Kimi qui nous dit, est-ce que tu as déjà dû faire face à une vraie situation d'urgence? Et si oui, est-ce que tu peux la raconter? Alors, en édulcorant un peu, parce qu'on a une histoire aussi de secret défense autour de ça, mais est-ce que tu peux raconter une situation sans entrer trop dans les détails, mais pour nous donner un petit peu de matière à se projeter? Une des plus grosses situations d'urgence que j'ai dû faire face, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, on allait reprendre la vue. Donc, il faut imaginer qu'un sous-marin, enfin un SNLE en tout cas, ça fait 14 000 tonnes. Voilà, c'est 130 mètres de long, 12 mètres de diamètre. C'est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter. Et en fait, on allait reprendre la vue. Et donc, on a détecté quelque chose très proche de nous. Et on ne savait pas ce que c'était. Et finalement, on commençait à remonter. Et c'est là où on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remonte? Est-ce qu'on ne remonte pas? Donc là, le commandant était derrière nous. Les gars, qu'est-ce que c'est? Finalement, il a décidé d'interrompre la remontée. On est redescendu. Et pour s'apercevoir que finalement, c'était rien, voilà, dans le doute. Mais finalement, on est remonté après. Et bon, gros coup de stress sur le moment. C'était vraiment, c'est d'un coup, d'un seul, pouf, ça monte. J'imagine, l'adrénaline devait être au top. On a Benoît qui ne nous a pas trop dit qui il était, mais qui demande est-ce qu'il y a des possibilités de reconversion dans le civil en ayant fait Mestrance après 10 ou 15 ans de service? Alors, je pense que oui, mais est-ce que tu as une idée? Alors, oui, en tant que détecteur, bon, on n'a pas beaucoup de reconversion dans le civil. Après, par exemple, si tu es mécano ou électricien ou dans la cuisine, enfin tout ça, forcément, tu as une qualification qui compte dans le civil. Après, à savoir, quand on passe le BS et le BM, donc au bout de, par exemple, 10 ans et 15-20 ans de carrière, ça nous donne des équivalences dans le civil. C'est-à-dire que mon BS donnera l'équivalent d'un BTS, je ne sais plus trop quoi, et le BM donnera l'équivalence d'une licence en je ne sais plus trop quoi. Non, voilà, mais donc il y a quand même des équivalences. ça t'aide aussi après pour aller dans le civil en ayant une reconnaissance en fait de ta formation qui a été faite dans la marine et tu peux partir sur quelque chose qui est plus connu dans le civil. Donc c'est extrêmement intéressant. On a un tout jeune homme avec nous qui s'appelle Timothée qui a 14 ans et qui dit faut-il être plus en forme physiquement ou moralement? Les deux.
Parce que le physique, on est quand même sportif. Moi, je disais que je n'étais pas très sportif, mais on a quand même des tests de sport tous les ans. Voilà, on a des poids limites, des tailles limites, voilà. Et moralement, parce que laisser sa famille à terre, c'est dur pour nous, mais il faut aussi penser à préparer sa famille quand on part en mer, que ce soit en sous-marin ou en surface. C'est pas dur que pour nous, c'est même plus dur pour la famille qui reste à terre. Quand j'entends certains que leur enfant dit mais papa, pourquoi il n'est pas là? Bah, il travaille. Voilà. Donc les deux comptent, le moral et le physique. Et justement, il y a Clémence qui demande il y a des accompagnements psychologiques, soit de vous, soit des familles, justement aussi. Ça pourrait être une question. Alors ça, c'est une bonne question. Alors oui, la marine dispose bah, nous, en tout cas, dans les sous-marins, on a le bureau le BACF, je ne sais plus ce que ça veut dire, le BACF qui en fait est un bureau d'accompagnement pour les familles. C'est-à-dire que une fois que le marin est sous l'eau, la famille peut avoir n'importe quelle question, que ce soit j'ai un souci, mon enfant est malade, j'ai pas le permis, il faut l'emmener à l'hôpital. J'ai un souci pour faire garder mon enfant. Je suis tombé malade, voilà. J'ai un souci avec mes parents. Je serai peut-être pas là au retour de mon conjoint. Ce bureau, donc le BACF, le bureau d'aide de la famille, nous donne plein d'informations et on a aussi des assistantes sociales dans la marine qui nous aident, qui nous donnent plein de conseils sur tous les différents, sur tout ce qu'on peut avoir sur tout ce qu'on peut avoir. Génial. Je disais qu'on avait un jeune homme tout à l'heure, mais on est encore plus jeune. Léonie, qui a 13 ans, et qui demande s'il faut faire des études particulières pour devenir sous-marinier. Est-ce que tu peux justement peut-être, Anthony, réexpliquer c'est ce que tu m'as dit la dernière fois, tu m'as dit ce qui est génial en fait, c'est qu'on peut rentrer très très jeune, sans formation, et puis être formé. Donc est-ce que tu peux redire en fait le minimum nécessaire au départ? Alors à bord, c'est vrai qu'il y a de toutes les formations. Il y en a qui ont un bac+2, un bac+3, mais il y en a qui n'ont pas le brevet, par exemple. Des élèves qui ont arrêté en troisième, qui avaient du mal à l'école, qui se sont dit moi je vais rentrer dans l'armée, je vais faire sous-marinier, et qui aujourd'hui, au fur et à mesure, ils ont fait l'école des mousses, ils ont réussi à gravir les échelons, et maintenant ils sont second maître comme moi, ils vivent très bien, ils ont une formation, ils ont ils ont une équivalence qui est beaucoup plus importante que si c'était resté dans le civil et qui s'étaient dit non, les études c'est pas fait pour moi, ils auraient été très vite bloqués. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un panel il y a un très grand panel de formations à bord. Très clair. Alors, bon, je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans et je suis en train de me préparer afin de rentrer dans l'idéal en tant que QMF opération navale. La finalité serait détecteur acoustique. Quelles sont mes possibilités d'évolution au sein de la marine pour y arriver? Est-ce problématique sans diplôme? On se recoupe un peu. Alors, sans diplôme, c'est pas problématique. Il n'y a aucun souci. On peut arriver avec aucun diplôme. La marine fait toutes les formations. Après, pour le côté comment y arriver, ça, je ne sais pas trop. Eh bien, pas de souci. On y répond demain sur mon fil LinkedIn. Promis, Alexandra. Alors, j'ai Brigina qui est en train de passer un bachelor journalisme à l'ICP. Est-ce que les femmes seront acceptées un jour à bord du sous-marin? Alors, déjà oui, aujourd'hui, en tant qu'officier. Oui. Et pour les officiers mariniers, ni Anthony ni moi n'avons la réponse. C'est ça. Et toi, au service de recrutement de la marine, ils ont la réponse. Il y aura la réponse demain sur mon fil LinkedIn. Sinon, c'est qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Alors, j'ai le lycée Jean-Baptiste Clément qui est là, je dois dire, à tous les épisodes de nos webinaires. Je les félicite. Combien de sons sont mémorisés par les oreilles d'or? Est-ce que tu as une idée à peu près du nombre de sons mémorisés par les oreilles d'or? Énormément. Je ne pourrais pas vous dire. Ok, question très pointue. Si on a la réponse avec le service de recrutement de la marine, on donnera un chiffre plus précis, mais énormément. Je dirais que, par exemple, pour donner un exemple, les oreilles d'or, les analystes, ce qu'on appelle les analystes, sont capables, en écoutant un bateau, s'il y a la moindre anomalie sur ce bateau, ils sont capables de se dire « Tiens, j'ai déjà entendu ça pendant ma formation,
cette anomalie, ça vient de tel bateau, de tel pays, de telle force, ça vient de tel porte-avions, ça veut dire qu'il est à telle vitesse, tout ça. Voilà. Avec juste un bruit, ils sont capables de déterminer la vitesse ou l'immersion d'un sous-marin de telle nationalité et savoir quel sous-marin c'est. Incroyable. Voilà, par exemple. Incroyable. Et le temps passe. Donc, ce que je vous propose, deux choses. Un, je vais prendre la dernière question, qui est la question d'Étienne, qui a 22 ans et qui est ingénieur. Deux, on va essayer, avec le service de recrutement de la marine, de répondre quand même aux autres questions qui ont été posées. Donc, je vous invite demain à aller sur mon fil LinkedIn pour suivre et avoir l'ensemble des réponses à vos questions. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Vous êtes hyper nombreux ce soir. On est très, très contents. La dernière question, qui est donc la question d'Étienne, 22 ans, ingénieur. Quelles sont les différences dans l'organisation de l'équipage et l'ambiance, s'il y en a, entre le SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, et les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui seraient éventuellement liés à des différences de mission? Alors, je ne pourrais pas répondre précisément parce que je n'ai jamais fait SNA. D'accord. Voilà. Mais je vais dire de ce que j'ai entendu de mes collègues. En tout cas, sur SNLE, la mission principale, c'est la discrétion. Donc, on a un rythme, je dirais pas tranquille, mais vraiment très, très orchestré. Voilà, on peut se permettre d'avoir des distractions, mais ça doit rester silencieux quand même. Voilà. On n'a pas le droit de faire de la batterie, par exemple. Non. Par contre, pour les SNA, étant donné qu'ils font des missions plus d'attaques, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du renseignement, tout ça, eux, c'est pas rare qu'ils passent un ou 2 mois en bordée. Donc en bordée, c'est-à-dire que la moitié du bateau travaille pendant que l'autre dort et hop, ils se relèvent voilà, pendant 1 ou 2 mois. Donc c'est 6 heures à chaque fois. C'est assez soutenu, c'est très fatigant. Donc l'ambiance, de ce fait qu'on soit fatigué, l'ambiance finalement, c'est peut-être plus jovial. Ça peut paraître bizarre, mais finalement, les mecs, pour tenir ces 2 mois comme ça, eh ben, ils vont plus chanter, tout ça, parce qu'ils n'ont pas ce côté de discrétion. Donc, ils peuvent faire de la batterie. Voilà. Comment? Ils peuvent faire de la batterie. Ouais, c'est ça, bah, quasiment, ouais. Et donc, ouais, sur SNA, c'est plus... c'est un peu plus mouvementé. Il y a moins de routine que nous, même si nous, il n'y a pas vraiment de routine, enfin, un petit peu quand même. Mais eux, il y a vraiment zéro routine. C'est tous les jours, c'est l'imprévu. Et voilà, voilà. Tu peux rappeler combien d'hommes abordent un SNLE? Hommes et femmes, potentiellement? À bord d'un SNLE, il y a à peu près 10 officiers et 100 officiers mariniers. Incroyable. Et sur SNA... je ne veux pas me tromper, j'espère. Je crois que c'est à peu près 70. D'accord. Voilà. Parfait. Je vais devoir arrêter maintenant pour les questions. Par contre, plusieurs choses. Un, demain sur mon fil LinkedIn, avec le replay de l'épisode du jour, vous aurez l'ensemble des questions qui seront répondues. On va faire le maximum pour ça. Deux, je vous rappelle qu'il y a un peu plus de 300 marins, dont de nombreux marins des forces sous-marines, donc nombreux sous-mariniers qui sont présents sur Major Glaciers et qui sont ravis de poursuivre les échanges avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller les contacter, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour poser l'ensemble de vos questions. 3, je voulais quand même vous rappeler que les forces sous-marines, c'est aussi l'assurance de travailler dans un environnement technologique qui est clairement hors norme, qui allie le meilleur du génie industriel et technique français. Et vraiment, c'est, comme on l'a vu avec Anthony, quelques mois passés en mer, beaucoup de temps quand même passé à terre, ce qui n'était pas forcément moi l'image que j'en avais. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi aussi sur ces sujets-là. Et je voulais te remercier Anthony d'avoir été avec nous, d'avoir partagé de ton temps et de ton expérience avec les nombreux jeunes qui étaient là. De mon côté, je vais vous donner rendez-vous le 28 avril pour découvrir le métier de fusilier marin dans le cadre du 5e épisode du coup de notre webinaire à la découverte de la marine. Plein de choses à vous dire aussi sur les fusiliers marins. Il faut savoir qu'ils sont 2000 aujourd'hui. Mais tout ça, vous aurez plus d'informations dans un peu plus d'1 mois. Et je vais te laisser, Anthony, le mot de la fin
Un petit dernier message à destination des jeunes qui ont envie de suivre ton parcours et de te rejoindre dans cette belle aventure. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur de nous. Voilà, on va pas vous manger. N'hésitez pas à poser plein de questions. Je sais qu'il y a pas mal de collègues qui sont sur My Job Glasses. N'hésitez pas à leur poser des questions. Ils seront super contents de vous répondre. Voilà. Merci infiniment, Anthony. À demain sur mon fil LinkedIn. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut le mettre dans le chat, comme ça aidera tout le monde à le retourner. Si quelqu'un de mon équipe peut mettre le lien vers mon profil, comme ça, vous aurez tous les éléments demain. Mais sinon, vous tapez mon nom et vous devriez le retrouver assez facilement. On était ravis d'avoir passé un peu plus d'1 heure en votre compagnie. Merci à tous pour vos très nombreuses questions. Et puis, à demain pour la suite. Et puis au 28 avril pour le 5e épisode. À très vite. Merci à tous. Salut. Au revoir.